Bonjour à toutes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Faire Nation, l'émission qui interroge ce qui nous relie et ce qui parfois nous divise. Aujourd'hui, nous allons parler de la nation, non comme mythe figé ou frontière sacrée, mais comme promesse vivante, celle d'un lien à construire, d'une appartenance à réinventer. Pourquoi les discours nationalistes ressurgissent-ils avec autant de vigueur? Que disent-ils de nos peurs, de nos blessures, de nos attentes? Et surtout, comment penser la nation sans sombrer dans l'exclusion ou le ressentiment? Pour en parler, je reçois aujourd'hui un philosophe de la responsabilité, de la langue et du lien. Bonjour Marc Crépon. Bonjour Rachid Azizi. Merci d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Alors Marc Crépon, je le rappelle pour nos invités, pour nos téléspectateurs, vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS, professeur à l'École normale supérieure à Paris. Vous êtes l'auteur de nombreux essais sur la violence, la démocratie, la fraternité. Alors, je ne citerai que deux de vos derniers ouvrages, 7 leçons sur la violence, paru aux éditions Odile Jacob en 2024, et Le spectre du nationalisme, paru cette année de la même maison d'édition. Alors, vous nous parlerez sans doute aussi de votre prochain livre à paraître en 2026, Régression au pluriel, qui s'inscrit dans le prolongement du spectre du nationalisme. Alors, Marc Crépon, merci encore une fois d'être parmi nous. Merci. Je voudrais que l'on parle justement du spectre du nationalisme. Qu'est-ce qui le caractérise aujourd'hui et en quoi diffère-t-il de ses formes passées? Peut-être faut-il commencer par essayer en tout cas de repartir d'une définition générale du nationalisme. Je pense que par nationalisme, on peut entendre une idéologie, un mouvement ou une formation politique qui se donne comme objectif de promouvoir, de défendre et d'imposer une vision de l'identité nationale très particulière. Cette vision de l'identité nationale, elle est particulière en ceci qu'elle est toujours exclusive et vindicative. Elle est exclusive parce qu'elle ne correspond jamais à la réalité de la population, à sa diversité, à sa composition. Et elle est vindicative parce que, bien évidemment, l'objectif d'une formation nationaliste ou d'une politique nationaliste, c'est de faire correspondre la réalité à l'image ou au fantasme. Et ça veut dire une chose très précise. Ça veut dire que le dénominateur commun de toutes les formations nationalistes, quelles qu'elles soient, c'est d'introduire entre les citoyens d'un même pays, à l'intérieur de la population d'un même pays, ce que j'appellerais une rupture d'égalité. Une rupture d'égalité, ça veut dire que ce que veut le nationalisme, c'est que tous les gens qui forment la population, au regard de leur identité, au regard de leur appartenance, n'aient pas les mêmes droits, ne bénéficient pas des mêmes protections, n'aient pas éventuellement les mêmes privilèges et même ne jouissent pas des mêmes libertés. Donc elle est vindicative en ce sens. Pourquoi maintenant parler du spectre du nationalisme? Eh bien parce que, dans le fond, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, le spectre du nationalisme, c'est non pas solliciter les grandes voix du nationalisme européen, que ce soit du fascisme italien, des ligues françaises, du nazisme, etc. C'est beaucoup plus solliciter les voix de ceux que j'appellerais les lanceurs d'alerte, c'est-à-dire toutes ces voix d'écrivains, de grands intellectuels qui, dans les années 1930, voient arriver le péril et disent, dans le fond, attention, voilà ce que le nationalisme va nous apporter. Et pourquoi je parle du spectre du nationalisme? Parce que je crois que le nationalisme, qui fait aujourd'hui un retour fracassant sur toutes les scènes politiques d'Europe et d'ailleurs, eh bien, nous ramène ces mêmes dangers et ces mêmes risques. Alors, vous allez me demander lesquels? Oui, mais j'allais surtout vous demander, on retrouve la même mécanique d'une certaine façon. On retrouve la même mécanique, on retrouve la même rhétorique, mais surtout, et c'est ça qui est peut-être encore le plus inquiétant, parce que cette rhétorique, dans le fond, on y est habitué, on retrouve les mêmes programmes politiques. Parce que quand le nationalisme arrive au pouvoir, c'est pas seulement un changement de politique, c'est vraiment une révolution culturelle et un changement radical
de société. C'est une remise en question de l'éducation, et en particulier de ce qui définit, dans le fond, l'éducation dans les systèmes démocratiques, à la différence de tous les autres systèmes politiques, c'est-à-dire la liberté académique. La liberté académique, c'est l'ensemble plutôt des libertés académiques. Ce sont les libertés dont jouissent les enseignants dans le supérieur, les chercheurs aussi, mais même pas seulement dans le supérieur, évidemment tout en se pliant à des programmes d'enseignement, mais de déterminer quand même assez librement le contenu de leurs enseignements. En tout cas, de ne pas voir leurs enseignements encadrés, prédéterminés par des considérations idéologiques exclusives. Eh bien, chaque fois que le nationalisme arrive au pouvoir, partout où il est arrivé au pouvoir, encore récemment, l'une des premières choses que fait le nationalisme, c'est une remise en question radicale, c'est une refonte du système éducatif et une remise en question radicale de ses libertés académiques. Donc, il me semble que lorsqu'on est attaché à la démocratie, il faut être capable de repérer un certain nombre de voyants rouges. Ces voyants rouges, ce sont des petites lumières qui s'allument et qui nous disent attention, danger, là, ce qui constitue le pilier de la démocratie est en train d'être remis en question, risque d'être remis en question. Les libertés académiques en font partie. La liberté de programmation culturelle, Oui. la diversité de la programmation culturelle. Donc c'est toujours ce que programme et ce que désire le nationalisme, et ce qu'il réalise quand il arrive au pouvoir, c'est une reprise en main, c'est une mise au pas. Le nationalisme, ce qu'il promet, c'est une mise au pas de la société. Mais j'aurais bien d'autres encore Oui, exemples que je pourrais vous citer, mais bien peut-être sûr. qu'ils viendront plus tard dans la conversation. Il y a quelque chose qui tout de suite me fait observer que vous dites que le nationalisme, en arrivant, il réduit, voire il est un régime inégalitaire. Enfin, on sent bien Il cette, introduit une rupture d'égalité. Voilà. donc une sorte de discrimination, mais en même temps, elle est contraire à notre constitution. Donc en fait, comment vous l'expliquez? Comment est-ce possible d'atteindre si notre constitution Alors, l'interdit? je pense que dans le fond, pour aller encore plus profondément Oui. dans cette question-là, Mm. pour moi, la démocratie se définit par l'égalité dans la pluralité. Oui. Elle reconnaît qu'il y a dans une société donnée des gens de confessions différentes, Mm. de cultures différentes, même d'orientations Oui, sexuelles bien sûr. différentes. Donc elle reconnaît l'égalité dans la pluralité. Et quelles que soient leurs différences, les gens bénéficient euh, des mêmes droits. Donc la démocratie, c'est il y a des uns et des autres. Oui, Ce que fait le nationalisme, c'est substituer à cette règle démocratique qu'il y a des uns et des uns contre des autres, contre les autres. les uns contre les autres. Ça veut dire que dans le fond, ce que fait le nationalisme toujours, mais ça, il ne faut pas être très grand clair pour le voir, parce que ça s'observe partout autour de nous, Oui. ce que fait le nationalisme, c'est développer, je dis toujours, une triple culture. Ça Mm. repose sur une triple culture. La première culture, c'est une culture de la peur. Il Oui. faut désigner ceux qui font peur. Ça Mm. change selon les époques. Aujourd'hui, très clairement, dans notre société, et ce n'est pas d'ailleurs la seule, la cible, c'est les Arabes, les Oui. musulmans. C'est parce que, bon, voilà, aujourd'hui, c'est ça la principale cible. C'est ça les autres contre Hier, lesquels c'était les se, Italiens, les Polonais, oui, les Juifs dans les années les 30, Juifs, oui, venus de bien sûr. l'étranger, Oui. beaucoup. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup, il faut le dire, les Arabes et plus particulièrement les musulmans. D'ailleurs, qu'en général, les nationalistes confondent parce qu'ils ne s'embarrassent pas tellement de ces différences Mm, et de la diversité au sein même des identités. mm. Des identités gays. Donc c'est toujours d'abord une culture de la peur. Ensuite, évidemment, cette culture, il faut faire peur. Hein, les étrangers nous envahissent, ils sont en train, le grand remplacement, Grand voilà, remplacement. voilà. À cette culture de la peur va se greffer, sur cette culture de la peur va se Oui, greffer une culture de l'ennemi. Ça, c'est très important. Dans le fond, le cocktail explosif du nationalisme, oui, c'est ça. c'est culture de la peur plus culture de l'ennemi. Mais pour que ça fonctionne, il faut une troisième culture. Celle-là, je ne l'avais pas identifiée tout de suite. Et maintenant, elle m'apparaît beaucoup, elle m'est apparue beaucoup au vu des derniers développements Mm. du nationalisme un peu partout en Europe. C'est une culture du mensonge. Ah, C'est une culture du mensonge. Il faut mentir sur la culture des autres. Il faut mentir sur leurs intentions. Il faut inventer des fables. Je ne vais pas citer d'exemples précis, mais oui. tout le monde les trouvera. Il faut inventer des fables sur la façon dont les autres nous menacent. Et donc ces trois cultures-là, pour répondre à votre question maintenant, Oui, ces trois cultures-là, euh, elles produisent progressivement
insidieusement ce que j'avais appelé il y a très longtemps, en 2008, dans un livre intitulé La culture de la peur. Mmh. Elles produisent une sédimentation de l'inacceptable. La Ah. Mmh. sédimentation de l'inacceptable, ce sont des façons de faire, des façons de dire, des façons de se représenter les autres et de les désigner, qui très, très progressivement et insidieusement, d'extraordinaires qu'elles sont au départ, brutales, agressives, deviennent ordinaires. Et c'est cette sédimentation de l'inacceptable qui prépare, dans le fond, les populations à accepter ces ruptures d'égalité, à accepter que l'on transige sur un certain nombre de droits et de libertés fondamentales. C'est D'accord. comme ça que ça s'est fait. Très, très bien. Donc c'est une vraie mécanique, en fait, quoi. C'est une vraie D'accord. mécanique, bien sûr. Alors justement, ce nationalisme contemporain, maintenant parlons de celui-ci, et enfin vous en parliez déjà, est-il selon vous le symptôme d'une insécurité identitaire, au sens propre du terme, d'un ressentiment social ou d'un effondrement politique? Ou est-ce les trois en même temps? Alors, je dirais que c'est effectivement le reflet d'une insécurité, mais le tour de passe-passe du Oui, nationalisme oui. est de vous faire percevoir et de nous faire croire que cette insécurité est identitaire. Hmm, Mais elle n'est pas premièrement identitaire. hmm. Parce que la seule forme d'insécurité auquel on est exposé, même la première à laquelle on est exposé, c'est pas une insécurité identitaire. Hmm, C'est une insécurité beaucoup plus matérielle. C'est oui. celle du lendemain, c'est celle de la précarité. Hmm, Et il y en a plein d'autres qui se sont greffés aujourd'hui. Donc effectivement, nos vies aujourd'hui sont exposées à de très profondes formes d'insécurité. Qu'on parle de l'environnement, du climat, de la oui, situation oui, internationale oui, oui. et puis de la situation économique. Et Hmm, le propre du nationalisme, dans le fond, c'est de faire croire aux populations qu'il cible que toutes ces formes d'insécurité ont un dénominateur commun, c'est que dans le fond, le vecteur de ces formes d'insécurité, étranger. c'est leur insécurité identitaire, c'est l'étranger. Alors vous vous souvenez dans les années Hmm, 80, nous nous souvenons dans les années oui, 80, la figure de l'étranger, au moment d'ailleurs où le nationalisme n'est plus simplement une formation d'extrême droite oui, très minoritaire, mais commence à remporter des premiers succès oui. électoraux. C'est les premières municipalités Hmm, qui deviennent hmm, qui sont tenus par des nationalistes, Dreux oui, et quelques autres, et dans le sud de la France. oui. Le slogan, c'était « Ils nous prennent notre travail ». Hmm, Les étrangers nous prennent notre travail. Donc il fallait faire passer toute l'insécurité liée à la montée du chômage, etc., après les deux chocs pétroliers, comme ayant pour cause principale la question, déjà, la question migratoire. Les étrangers prennent, nous prenaient, voilà ce qu'on disait, notre travail. Aujourd'hui, ils menacent notre culture, nos mœurs, notre langue, etc. Bientôt, ils nous prendront nos femmes. Ça fait penser, ça fait penser au sketch de Fernand Reynaud qui disait j'aime pas les étrangers parce qu'ils viennent manger le pain des Français. C'était un Oui, peu dans voilà. cette même, mais c'était déjà dans les années 50, Mmh. 60. Alors, vous soulignez que les discours nationalistes ont souvent besoin d'un ennemi, hein, c'est ce que vous venez de dire là. Donc, en fait, un mensonge, si je puis dire, une crise identitaire, une crise sous différentes formes. Pourquoi cette logique de l'exclusion est-elle si persistante encore aujourd'hui? Vous savez, le sociologue Zygmunt Bauman, qui est une grande Oui, figure de la sociologie contemporaine, mais était aussi un peu philosophe, il avait fabriqué ce concept que j'aime beaucoup, que j'ai souvent repris à mon compte, qui est celui de cible de substitution. oui. C'est-à-dire que plus un gouvernement est exposé à des difficultés sociales et économiques majeures, plus il se monte dans la capacité, dans le fond, de faire en sorte que les gens vivent mieux, De c'est-à-dire résoudre que leurs les gens problèmes. sortent de leur précarité, euh, et justement qu'ils échappent à toutes ces formes d'insécurité dont on parlait. Oui, C'est vrai. Plus il leur faut inventer, fabriquer ce que Bauman appelait des cibles de substitution. oui, Donc ils vont déplacer le problème. c'est ça. Ils vont dire le problème, c'est bon, bon d'accord, très bien, il y a des difficultés économiques et financières, mais ça, c'est Mhm. la loi du marché, on n'y peut rien. Mais par contre, il y a quelque chose sur lequel on peut agir et sur lequel on vous promet d'agir. C'est la délinquance. C'est Le terrorisme. le terrorisme. Bon. C'est
l'immigration incontrôlée, etc. Et donc on va fabriquer en quelque sorte des cibles de substitution. Et ça, on le voit très très précisément quand une formation politique d'extrême droite, ou en tout cas ayant des sympathies, ou en tout cas Oui, jouant sur la frontière entre l'extrême droite et la droite, oui, arrive au pouvoir, oui. ce qu'elle fait tout de suite, c'est offrir au public, offrir à la population des cibles de substitution. Très bien, d'accord, OK, c'est vrai que c'est assez fort, c'est cette mécanique. Mais alors justement, petite question un peu provocatrice, peut-on aimer son pays sans désigner un bouc émissaire? Est-ce que ça peut exister? Parce qu'aujourd'hui, des gens se posent la question, des électeurs peuvent être effectivement confrontés à cette question. En d'autres termes, peut-on penser une fidélité sans hostilité? Moi, je pense qu'aujourd'hui, et c'est dramatique, une grande partie Oui. de la population manque d'éducation politique. Parce que Mmh. je dirais, peut-on aimer son pays s'il ne fait pas l'économie du bouc émissaire? Parce que Mmh, si nous mmh, avions, si les jeunes générations ou d'autres mmh, générations mmh. avaient un peu de recul historique, C'est ça. ils sauraient d'abord qu'en général, la désignation du bouc émissaire, Mmh, c'est l'indice qu'on bascule dans autre chose que la démocratie. Et que si on s'imagine que de ce basculement, eh bien, la population vivra mieux, que les mmh, conditions d'existence vont s'améliorer, mmh, on sait qu'on se trompe toujours, parce qu'en réalité, ce qu'apporte mmh. la fabrication et l'utilisation d'un bouc émissaire, ça n'est jamais que du malheur, de la détresse et de la misère. Donc je pense qu'on doit d'autant plus aimer son pays qu'il résiste, qu'il a des Oui. institutions suffisamment solides, qu'il a des gouvernements suffisamment fiables pour résister à la tentation qui est toujours celle de la facilité C'est ça. d'offrir à la population un bouc émissaire. Et puis quand même, il suffit d'avoir un tout petit peu de recul historique Mmh, mmh. pour savoir c'est quoi le moment où on fabrique un bouc émissaire, c'est quoi les grands exemples historiques que nous avons ça. C'est le fascisme italien, c'est le nazisme en Allemagne, c'est les démocraties populaires à l'est de l'Europe, c'est la terreur en Union soviétique. Oui. Donc on a quand même l'histoire du XXe siècle, euh, c'est les paysans cambodgiens, c'est enfin partout. Oui, oui, Donc oui, on a oui, quand oui. même l'histoire du XXe siècle, qui est une histoire tragique, terrible. Elle est faite quand même aussi de cette mémoire-là, de la mémoire de ces formations politiques qui sont arrivées au pouvoir et qui ont désigné à la population des boucs émissaires et qui ont traduit cette désignation dans les actes avec les crimes qu'on a connus. D'accord. Donc en fait, il faudrait qu'on se souvienne un peu plus. Ça Bah, nous moi, permettrait d'avoir du recul et de moi, pouvoir je avoir un pense que esprit plus c'est. critique Moi, je peut-être. pense, mais on va y revenir tout à l'heure quand vous Oui, allez me poser la question des solutions ou de ça. oui, oui, Moi, je crois beaucoup que l'un des grands principes de résistance à tout ça, oui, c'est l'éducation. Et je suis frappé, et pourtant on a tous les outils pour le faire. oui. Je suis frappé parfois en discutant avec des jeunes ou des moins jeunes du manque de recul historique. Ah oui. Quand on est pour quelqu'un de votre génération, elle est même, c'est-à-dire la même, pour Oui. quelqu'un de notre génération, euh, c'est-à-dire né au début des années 60, Mmh. euh, on s'en souvient pas, mais le début des années 60, c'est très très près de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et Oui. donc la mémoire de la collaboration, elle est Oui. encore très très présente. Mmh. Et c'est pour ça que, dans le fond, ces formations nationalistes, elles existent déjà dans les années 60, Oui. 70 et jusqu'au début des années 80. Mais elles restent très minoritaires. Parce que pèsent encore quand même sur les consciences, parce que c'est pas très loin, c'est à peine une vingtaine d'années, le souvenir de l'État français, du régime de Vichy, Oui. et dans le fond de ces formations nationalistes qui ont apporté le pire en Europe. Et puis ça s'estompe. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est une question d'histoire lointaine. Et donc ce qui pouvait fonctionner encore à notre époque, qui était un tabou très très fort, Oui, oui. hein, ne fonctionne plus aujourd'hui. On a vu, dans le fond, et c'est assez récemment quand même, Oui. ces 10 ou 15 dernières années, euh, l'adhésion à ces idéologies nationalistes d'extrême droite Mmh. et le vote qui traduit cette adhésion, qui pendant très longtemps restait un vote honteux, un vote caché. Oui. On ne le disait pas trop. Les gens qui avaient des sympathies d'extrême droite ou des sympathies ultranationalistes ne l'avouaient pas. Aujourd'hui, c'est un vote complètement dédiabolisé et c'est un vote sur lequel, dans le fond, le tabou
de la Seconde Guerre mondiale et de l'entre-deux-guerres ne pèse plus. C'est ça, et décomplexé aussi, puisque Et donc, du maintenant coup, on le revendique. eh Enfin, il y a ben, une certaine. du coup, ça traduit cette décomplexion-là. Alors, selon vous, Marc Crépon, est-il possible aujourd'hui de, j'allais dire, de faire place à une forme de patriotisme hospitalier, ou faire sortir du cadre, faut-il sortir, pardon, du cadre national lui-même? J'aime beaucoup l'expression de patriotisme hospitalier. Je vais reformuler la question dans d'autres termes. D'accord. Le spectre du nationalisme, initialement, ce Mm. livre-là, Mm. c'est pour ça que c'est assez facile à lire, etc. Au début, c'est un cours que je donnais à l'École normale supérieure. C'est mon séminaire. Je fais la première séance, Mhm. et à ce moment-là, un étudiant, qui d'ailleurs n'est pas revenu après, me dit, mais Monsieur Crépon, si vous critiquez le nationalisme, c'est que vous n'aimez pas votre pays. Et donc j'ai dû passer un long moment à expliquer la différence entre nationalisme et patriotisme. Je Oui. pense qu'on peut aimer son pays. Moi, j'aime passionnément mon pays. Oui. Je ne suis pas prêt à en changer. J'aime passionnément mon pays, mais je l'aime précisément au nom de cette tradition d'hospitalité qui a fait la grandeur de son histoire. D'accord. J'aime, dans le fond, je vais vous raconter une anecdote, si vous me permettez Je une vous en anecdote. prie. Moi, j'ai grandi, j'ai passé mon enfance et mon adolescence dans une petite ville de province, une sous-préfecture, où tous les noms à l'école avaient des consonances très très françaises et Mm. des origines très françaises. C'était très bien, j'y ai été très heureux. Et puis à l'âge de 15 ans, je déménage, donc il y a plus d'une cinquantaine d'années, je déménage et j'arrive à Paris. Et là, je me retrouve dans un lycée en seconde, en première, je crois, entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Mhm. Et là, les trois quarts de la classe ont des noms avec des consonances étrangères. Et c'est une classe remplie d'histoires d'émigration européenne, non européenne, Oui. d'Afrique du Nord, d'Amérique latine, etc. Et alors? Ça m'a fasciné. J'ai trouvé que mais je dis, mais c'est formidable cette ville. Mais c'est formidable ce pays. Et donc, moi, j'aime ce pays pour ses traditions Bien sûr. d'accueil, pour ses droits et ses libertés qu'il donne aux uns comme aux autres. J'aime ce qu'il a pu représenter pour des générations et pour de déshérités, de gens poursuivis dans leur pays, Oui. maltraités. Oui. Euh, je pense que le droit d'asile, Oui. c'est quelque chose, c'est une règle éthique fondamentale qui doit Fondamental. se traduire Mhm. politiquement. Mhm. Et, euh, et j'aime l'Europe aussi. Et, euh, et je souffre à mon pays, comme on dit, et je souffre à Mhm. l'Europe Mhm. quand je vois et l'Europe et mon pays durcir année après année leur politique migratoire. Et quand je vois la place que ça occupe aujourd'hui dans beaucoup de discours politiques, mais c'est même une sorte de réflexe, on n'a même pas besoin qu'ils ouvrent la bouche pour savoir à l'avance ce Mhm. qu'ils vont dire. Mhm. Alors à ce moment-là, si mon pays c'est ça, je commence à avoir des doutes. Et donc, on tombe peut-être dans ce que vous avez peut-être appelé la régression ou les régressions. C'est peut-être mécaniquement Oui, ce vers quoi on tend. oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que la régression, si on peut Oui, passer 2 secondes sur ce je vous en prie. concept auquel je viens de consacrer une année et qui est l'objet de mon enseignement cette année à l'école normale, la régression, c'est pas la nostalgie du passé. C'est Non. bien plus terrible que ça. La régression, ça consiste à quoi? Ça consiste à relégitimer des formes de violence dont on pensait que les avancées du droit et de la liberté nous protégeaient. La régression, c'est quand aujourd'hui vous entendez euh, des gens vous dire, pour une question que nous connaissons bien l'un et l'autre, parce que nous avons travaillé là-dessus à un moment, C'est vous vrai. dire que, ben oui, vous comprenez bien que, compte tenu des menaces terroristes, il est quand même pas inutile de redonner un peu de droit à la torture. Oui. Il y a une interdiction absolue, universelle de la torture, quelles que soient les circonstances. Et quand on commence à vouloir entendre voilà, que il faudrait redonner un tout petit peu de droit et de légitimité à la Oui. torture, ou peut-être il faudrait revenir sur la peine, sur l'abolition Ouais. de la peine de mort. C'est impossible, hein, Voilà, c'est impossible, on sait c'est très bien pourquoi. impossible Oui, mais ça, alors déjà. là, je Oui, vous signale que les gens qui la réclament ne peu, s'embarrassent pas de ces c'est principes-là. clair. Ou encore mieux, ouais, quand on voit remise en question la Cour de justice internationale, la Oui, Cour pénale oui. internationale, les grandes règles du droit international, au nom de tel ou tel conflit C'est du un signe, moment ça, quand qu'il même. existe, ça c'est ce que j'appelle la régression. Parce que je considère que l'une des... Ou alors encore un autre exemple.
le droit à l'avortement. Hmm. Le droit à Oui, l'avortement. oui. Les différentes conquêtes, les grandes avancées du droit des femmes Qui dans la sont... seconde moitié, et même dans le dernier quart du XXe siècle. Donc moi je pense que, dans le fond, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en matière de droit et de liberté, on a connu Oui, des avancées considérables. Euh, la régression, le spectre de la régression, mais je n'allais pas tout le temps mettre le spectre oui, partout, donc je ça n'ai ce pas serait repris bien. le spectre de la régression, c'est qui nous menace réellement, c'est de revenir en arrière. Et de revenir en arrière, ça veut dire relégitimer ces formes de violence, dont ces avancées du droit, que ce soit le droit international ou le droit national, les avancées du droit et des libertés, nous, nous protéger. Dans votre, enfin, j'aimerais avoir votre, votre avis, et je sais combien il est important, mais que diriez-vous à une génération qui doute de son appartenance nationale ou qui refuse d'être définie par ses origines? Alors, euh, je, écoutez, moi je crois que tout le monde a le droit, et que c'est même absolument nécessaire, de se reconnaître une identité. Voilà. D'accord. Encore faut-il admettre que cette identité est toujours plurielle, qu'elle Hmm. est hétérogène, qu'elle ne peut pas être reconduite à quelque chose d'homogène, de fixe, de déterminé une fois pour toutes. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Aujourd'hui, si on se dit, bon voilà, si vous pensez aux enfants, à la génération de nos enfants, euh, leur imaginaire, notre identité, notre imaginaire, c'est une partie Hmm. absolument considérable de notre Hmm. identité. Leur imaginaire, il est forgé par quoi? Il est forgé pas seulement par les racines françaises, Hmm. etc., mais par des dessins animés. Alors, dans le temps, c'était très embêtant parce qu'il y avait un peu la domination américaine de Walt Disney. Oui. Puis il y a les dessins japonais qui sont Oui. arrivés. Leur imaginaire, il est formé voilà, par les livres qu'ils lisent, par les films Oui. qu'ils voient, par la musique qu'ils écoutent. Donc c'est déjà un processus d'hétérogénéisation. L'identité aujourd'hui, je leur dirais, vous avez une chance extraordinaire que Hmm. les générations n'ont pas forcément connue. Vous pouvez voyager. Vous pouvez Oui. voyager en Europe librement. Et vous pouvez voyager dans beaucoup de pays du monde, même s'il faut bien dire qu'aujourd'hui l'espace est un peu restreint, Hmm. vu le nombre de pays où il est devenu dangereux et difficile de voyager. Hmm. Mais quand même, l'espace vous est beaucoup plus ouvert que ça. Vous avez, via les nouvelles technologies du savoir et de l'information, accès au monde entier. Le monde entier est à votre portée. Donc bien sûr que votre identité, elle est plurielle, qu'elle est composite, qu'elle ne cesse de s'inventer. Et donc une identité, ce qui définit une identité, c'est de ne jamais rester identique à elle-même. C'est d'être, dans le fond, un processus de devenir permanent. Et ce devenir permanent, cette variabilité de l'identité, Hmm. dans le fond, c'est un grand privilège de la démocratie. Ce sont dans des pays totalitaires, dans des pays dont les frontières sont fermées, Hmm. dans des pays, dans le fond, où l'accès au savoir, où l'accès aux cultures du monde est fermé, que l'identité, à ce moment-là, est imposée, qu'elle devient un carcan, et qu'elle étouffe quoi? Eh bien, elle étouffe précisément deux choses. Elle étouffe la créativité, Hmm. et elle étouffe ce qui pour moi est essentiel, ce qui est le but de toute éducation, et ce qui est Hmm. même peut-être le but de toute existence humaine, Hmm. qui est l'invention de sa propre singularité. Et aujourd'hui, on peut inventer sa propre singularité euh, en donnant droit à toute la pluralité des cultures, des langues, des savoirs qui l'enrichissent. Donc ne nous fermons pas. Vraiment, merci Marc Crépon pour cet échange à la fois lucide mais aussi apaisant, même si vous nous avez dressé là quelques portraits qui méritent réflexion et on le comprend assez. À travers vos mots, Marc Crépon, on saisit combien le regard du philosophe hein, nous aide à résister à la logique des conflits et en nous offrant ce supplément d'âme indispensable, je pense, pour ne pas céder à la peur, ni abandonner nos valeurs d'humanité. Avec vous, nous avons compris que penser la nation, c'est accepter sa complexité, sa diversité, ses ombres et ses lumières, pour en faire un lieu de sens plutôt qu'un objet d'opposition. On l'a bien saisi. Et que la philosophie,
en convoquant l'éthique, la responsabilité et la mémoire aussi, peut encore nous apprendre à appartenir sans exclure, à faire lien plutôt que frontières. Je rappelle vos deux derniers ouvrages, 7 leçons sur la violence et Le spectre du nationalisme, tous les deux parus aux éditions Eddy Jacob en 2024 et en 2025. Et j'ajoute le livre à paraître l'an prochain, Régression au pluriel, un titre qui, à lui seul d'ailleurs, nous invite déjà à penser l'avenir autrement. Faire nation, c'est aussi cela, résister au repli identitaire et à la tentation de la peur pour rappeler que l'appartenance n'a de sens que lorsqu'elle ouvre à l'autre. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre écoute. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Nouvelles Voix et toujours la même envie, comprendre ensemble ce qui nous relie. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci Marc. À vous. Merci à vous.